Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio 1, bonjour. Le Café des experts économiques est de retour tout de suite, un mardi après l'autre, parce qu'on a pris du retard, on a raté des émissions pour toute une série de raisons. Notamment parce que notre expert Ali Harbi était en vadrouille à travers le territoire algérien. Ali Harbi, bonjour. Bonjour. Très content de ton retour Merci. au Café des experts économiques. Tu donneras des nouvelles de ton road trip à travers l'Algérie. C'est un vrai road trip. Un road trip, oui. Reda Amrani, bonjour. Bien remis de l'émission très tonitruante de la semaine dernière. Ça va, les retours d'informations, les commentaires des citoyens. On nous a reproché, on nous a qualifiés de seniors dépressifs et on nous a recommandé d'aller nous soigner. Parce qu'on était tous les trois des seniors. C'est ça, mais le fait, c'est qu'on n'a pas de langue de bois ici autour de cette table. Autrement, je ne serais pas à cette chaise. Hein. Donc nous, on essaie d'être lucide. On n'a pas le monopole du patriotisme. On t'avait fait le reproche inverse au début de l'été, avant la coupure du mois d'août, d'être trop optimiste. Bon, moi, de nature, je suis optimiste. Je l'ai dit d'ailleurs, une bouteille est toujours à moitié pleine. Mais là, la situation est vraiment un peu relativement même très délicate. Elle est délicate. Elle est délicate et on n'a pas vocation à le cacher. Quand il y a des possibilités, des pistes, on les montre et quand c'est bouché... Non, il y a une certaine honnêteté intellectuelle, on est forgé, moulé dans cela. Moi, je n'ai pas attendu aujourd'hui, même dans le parti unique dont je n'ai jamais eu la carte, je me comportais ainsi, même en tant que fonctionnaire. Par mes écritures et par on va dans ce menu que je vais dérouler pour vous, amis auditeurs qui suivaient le Café des experts économiques, traiter un peu de la situation encore de ce ressenti, de cette ambiance, en se posant la question de la capacité du gouvernement à continuer à piloter, si tant est qu'il a piloté à un moment donné la situation économique. C'est la première question qu'on va aborder dans ce Café des experts économiques. On se posera la question de savoir de manière un peu plus pointue et sectorielle si la bulle du marché immobilier est en train de se dégonfler et si ce marché va se retourner. Et est-ce que c'est, oui ou non, une bonne nouvelle? Ça dépend de quel côté on se met dans l'équation de la propriété, de la location et de la demande. Ensuite, en fin d'émission, et avec le renfort de Omar Berkouk à partir du 06 des Alpes-Maritimes, Omar Berkouk, expert financier sur les deux rives, nous allons nous poser la question à la veille du 1er novembre de la réalité de la situation économique, la situation des relations économiques entre l'Algérie et la France, un thème sur lequel tout le monde tire depuis toujours et peut-être un peu plus depuis l'intronisation de Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'Algérie. Merci encore d'être ici, de nous permettre de reprendre un rythme un peu plus intense et fréquent. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est face aux mauvaises nouvelles qui nous remontent, la question c'est celle de savoir que fait le gouvernement. Est-ce qu'il est encore en mesure d'agir? Est-ce qu'il a encore la main sur la situation? Ce qui nous a amené à nous poser cette question-là, c'est que face au traitement du Hirak, qui était sa première préoccupation au moment où il s'est mis en place, on est dans une impasse parce que la répression continue, mais le Hirak continue, même s'il n'y a pas des manifestations populaires, mais la défiance, elle est toujours là. Elle s'exprime maintenant aussi politiquement avec l'initiative NIDA 22. Oui. On en dira peut-être un mot au passage. Et puis, il y a eu le Covid à partir de mars. Il y a les effets du Covid depuis la rentrée, avec la hausse du chômage, etc. Donc la situation, c'est très compliqué. Le président de la République semble être soit en isolement pour se prévenir, soit malade parce que on sait comment la transparence sur les informations, soit touché par le Covid, on ne sait pas, on le saura sûrement dans les prochains jours. Il y a cette échéance du référendum qui semble chaotique parce que les Algériens n'ont pas marché n'ont pas été passionnés, c'est le moins qu'on puisse dire, par cette campagne. Et il y a des décisions qui ne sont pas appliquées. Les ministres s'en plaignent, le Premier ministre s'en plaint, à la présidence de la République, on s'en plaint. On a vraiment l'impression que le bateau prend de l'eau de tous les côtés. Je ne sais pas si c'est votre sentiment. Ali Harbi, tu rentres donc d'une tournée, d'un road trip à travers le pays. Quel est le ressenti que tu as? Le problème, c'est vrai que j'ai fait un certain nombre de wilayas, comme on dit, j'aime pas ce terme d'intérieur du pays, parce que ça veut dire qu'on serait à l'extérieur, mais c'est donc un certain nombre de wilayas du pays. Quand on parle aux entreprises, il y a un sentiment d'inquiétude très fort, et ce sentiment d'inquiétude-là, il est d'abord lié au fait qu'il y a vraiment un rétrécissement, une contraction.
de l'activité économique due au Covid, mais qui est aussi la conséquence de plusieurs années donc, de décroissance, si on veut, depuis la chute des prix du pétrole. Et c'est le problème, c'est l'incertitude, parce que le gouvernement a fait beaucoup d'effets d'annonce qui ne sont pas suivis de résultats ou d'actions. Le dernier en date, et ça c'était un échange que j'avais eu la semaine passée avec un chef d'entreprise, qu'en est-il de la conférence du mois d'août ? C'est dans les tiroirs. Enfin, c'est aberrant, quoi. Les gens ont fait des propositions. C'est reporté après le référendum. C'est anormal. Les gens attendaient le gouvernement à la rentrée sur la transformation des recommandations de la conférence d'août, hein, et notamment le plus urgent, c'est le plan de sauvegarde de l'entreprise. Il n'y a rien. C'est-à-dire que même les représentants d'organisations professionnelles et patronales disent on n'a pas de retour d'écho. Eux qui sont plus ou moins, qui ont un fil de contact, hein. Donc ils disent on n'a pas de retour d'écho. Secondo, on a annoncé qu'on allait donner aux TPE, artisans, les 30 000 dinars. Où sont-ils ? Marrakech. Les 10 000 dinars, c'est parti dans la crise des liquidités pour les couches les plus défavorisées. Et les gens n'arrivent même pas à retirer de l'argent au CCP. Donc la crise de liquidité qui commence à très sérieusement inquiéter les ménages, parce que les gens maintenant sont totalement déstabilisés, ils n'ont même pas la garantie de pouvoir retirer leur solde mensuel. C'est-à-dire que ça, c'est un indicateur d'alerte en principe et d'alarme. Donc la situation, elle n'est pas bonne. Ce qui m'inquiète le plus dans ça, c'est le fait qu'il n'y a pas de signaux positifs qui sortent. Il y a des petites annonces à droite et à gauche. Là où est attendu le gouvernement, il ne répond pas. Je vais donner un exemple ou deux, par exemple. L'histoire de la relance, on en avait parlé. Les mesures d'aide, on en avait parlé. Maintenant, l'histoire des zones industrielles, ça fait 6 mois qu'on entend un élément déclencheur. La question des aides aux entreprises relatives, par exemple, aux facilitations CNAS, au crédit bancaire, à l'accompagnement bancaire. Mais alors, absolument rien n'a bougé. Donc, l'action que tu posais tout à l'heure, effectivement, pour dire que, quelque part, le gouvernement a un problème. C'est un gouvernement inopérant, en réalité. Il est inopérant. Donc, il y a beaucoup de blabla, mais il y a peu d'opérations. Et c'est un effet décliné. C'est-à-dire que, d'un côté, on ne traduit pas les instructions du président. Donc, ça, c'est à l'échelle ministérielle. Mais ensuite, même à l'échelle en dessous, on a l'impression qu'il y a un mécanisme de freinage, hein, pour utiliser le terme de Gorbatchev. L'administration, elle a le frein à main, là, actuellement. Pour différentes raisons, objectives et subjectives. Mais les gens, c'est le frein à main. C'est en wait and see, on attend. Au niveau administratif, c'est un peu ça. Et ça n'augure pas de très bons lendemains. Raison objective et raison subjective pour que l'administration tire le frein à main. Les raisons objectives, ce serait quoi ? Ce serait le fait qu'elle soit en sous-effectif, qu'elle ne soit pas assez compétente, qu'elle n'aime pas les instructions, parce que si c'est des instructions, d'ailleurs, l'impulsion, on en parlait la semaine dernière avec Slimane Mani, l'impulsion, c'est une impulsion dans le sens de facilitation, dans le sens d'ouverture, dans le sens de remettre en confiance les acteurs de marché. L'administration, naturellement, en général, a tendance plutôt à traîner des pieds, parce que ça lui fait perdre du pouvoir. L'administration, on l'a déjà dit plusieurs fois autour de cette table, l'administration en Algérie cherche comment organiser sa part de pouvoir, sa part du butin. Donc elle est là. C'est une administration donc à 90% partisane avec l'instabilité ministérielle. Chaque ministre ramène un équipage et en partant, il laisse 90% en place. C'est des strates qui s'organisent et chacun garde son terrain, garde son information et n'est plus concerné par le nouveau ministre. Il fait la danseuse devant le nouveau ministre pour rester en place, pas plus. Mais il n'est plus, parce qu'il est venu dans un système partisan, il reste dans son esprit dans un système partisan. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, des commis de l'État aujourd'hui au sein des administrations qui participent de la continuité de l'État et qui sont au service de l'État. Non, ce sont des gens qui sont au service de clans, de groupes, et le gouvernement fait face à cet appareil-là qui freine ou qui laisse avancer, c'est ce qui va dans son intérêt. Résultat, on dirait que ce gouvernement ne dispose pas de l'outil dont il a besoin, que ce soit au niveau central ou au niveau des wilayas. Donc, et les plus grandes décisions, l'application se trouve au niveau du terrain, surtout c'est au niveau des 48 wilayas. Et on a vu l'expérience de ce Walid Oran.
On peut encore citer encore d'autres expériences, d'autres walis à l'intérieur du pays. On a dit déjà que la Constitution aurait dû modifier le statut des walis. Parce que les walis disposent de pouvoirs dictatoriaux, on l'a dit ici, et ils n'ont pas de contre-pouvoir, ni à travers les élus, ni à travers l'administration centrale. Ils ont un ministère de l'Intérieur, une direction générale des collectivités locales, et elle a 48 wilayas. Les règles du management sont claires. Au-delà de 12 ou 14 structures en face, vous ne maîtrisez plus rien. Là, une direction générale qui a 48 wilayas dans des wilayas qui sont éloignés, qui sont profondément déstabilisés. Que peut faire l'administration? Donc, vous voyez, on a un bateau où le capitaine, il a beau donner des ordres, il a beau donner des instructions, il a beau les écrire, transmettre par tous les canaux de système. L'information, déjà, en arrivant, elle est déformée. Et en plus, elle n'est pas écoutée. Donc, on a l'impression, parce qu'avec la rentrée, les problèmes, on l'a dit ici aussi, on a dit que la rentrée va être très pénible, la rentrée sociale va être pénible. Eh bien, est-ce que la rentrée sociale semble ne pas avoir lieu? On est encore dans la léthargie. Alors, tu m'offres une transition sur elle n'a pas eu lieu réellement, effectivement, parce qu'on le sent. Hein. Nous, on est ici à Place Audin, à Alger Centre, c'est un vrai baromètre. Hein. C'est la fréquentation, les magasins, les wilayas, parce que les transports inter-wilayas sont toujours bloqués, le métro d'Alger n'a pas repris, etc. Donc, on sent, c'est déjà, il y a le road trip dans l'intérieur du pays, mais il y a aussi ce type d'indicateur. La remontée des chiffres qui sont... Les chiffres, ce n'est pas des chiffres officiels qui nous donnent l'indication, c'est autour de nous au niveau social, on sent bien que la Covid est revenue, ou le Covid est revenu en force, et que cette fois-ci c'est peut-être plus sérieux qu'au printemps passé. Est-ce que le cycle va pas, au moment où on essaie de le faire repartir, va pas être à nouveau rétamé par le risque médical et la possibilité de revenir à des restrictions, voire à un couvre-feu qui retombe à 19h ou à 17h comme ça a été le cas au printemps? Oui, le plus grave serait que le couvre-feu revienne plus tôt, mais je pense qu'il faut, dans la mesure du possible. Il en est question, attention. Oui, oui, je sais, et c'est pour ça que je dis dans la mesure du possible, évitant les histoires de reconfinement, parce que justement, l'économie ne pourrait pas le supporter. Et il faut absolument que les citoyens changent de comportement. Donc, il y a une prise de conscience collective. Maintenant, personnellement, dans l'épisode, la nouvelle parenthèse qui va s'ouvrir entre le 1er novembre et la nouvelle Assemblée nationale, c'est-à-dire le nouveau Parlement qui sera élu, on va encore avoir une phase intermédiaire qui va encore s'ouvrir. Si le président maintient l'idée de dissoudre, évidemment. Alors, avant de la dissolution, le management, c'est le gouvernement. Question directe, est-ce que vous pensez, tous les deux, que Abdelmadjid Tebboune va garder cet équipage pour aller jusqu'à la prochaine Assemblée? C'est un équipage qui est en fin de cycle, évidemment, qui n'a même pas démarré son cycle en réalité, il a raté son démarrage. Si le président maintient sa décision plus ou moins annoncé de dissoudre, il ne va pas non plus faire un autre gouvernement de 3 mois ou de 4 mois. Donc il va continuer avec cet attelage-là qui n'a pas décollé, qui n'a pas démarré, mais c'est là, et je reviens à ce que je disais, c'est ce qui fait qu'on va avoir encore une nouvelle période intérimaire où si en plus il y a le confinement, alors il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'action gouvernementale, il n'y a pas d'impulsion du haut. Et en plus de ça, on aurait le Covid et le confinement, ça ne va pas aller du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le tournant, il doit être marqué par la société. On ne doit pas regarder en haut, on ne doit rien attendre. Le tournant, c'est une prise en charge sociétale. Les gens doivent se prendre en charge, d'abord comportementalement sur le plan Covid et tout ça, faire très attention. Et ensuite, sur un plan économique, je pense que là, les entreprises doivent savoir qu'il faut se débrouiller. Vraiment, il faut se débrouiller, il faut se travailler ensemble. Se débrouiller, en Algérie, c'est déjà, pour celles qui étaient dans le formel, c'est déjà introduire une part d'informel. Non, le problème, il est là. C'est un peu ça, déjà, se débrouiller. Il y aura de ça beaucoup. Non, le problème est là aujourd'hui. De toute façon, l'économie ne peut redémarrer que grâce aux entreprises. Et il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas les fonctionnaires qui vont créer de la richesse ou de la valeur ajoutée. Mais les entreprises se trouvant seules, c'est une question de survie aujourd'hui. Les discussions avec les patrons d'entreprise, c'est là. Donc, c'est une question de survie. Et ils vont être obligés de prendre des initiatives par eux-mêmes. Si le système bancaire ne leur crée pas trop d'entraves, s'il leur permet de disposer de ressources pour pouvoir alimenter leur fonds de roulement, c'est sauvé, elles sont capables de créer, de redémarrer.
Mais si le système gouvernemental leur bloque les importations, leur bloque, si vous voulez, le financement, parce que le marché, ils le maîtrisent, elles savent rentrer dans le marché et se bagarrer. Elles savent produire quand elles veulent produire. Mais le problème, c'est que si on leur laisse, c'est possible. Et moi, j'attends pas de miracle d'un gouvernement. Le gouvernement aujourd'hui, vous voyez, non, il y a des choses. La population, les citoyens ont réagi terriblement. Regardez la réaction face à ce ministre de la jeunesse. Ils vous disent, c'est écrit, ils vous disent, ce gars-là n'a jamais fréquenté la jeunesse, il a grandi et vécu au Club des Pins. Comment vouliez-vous que ce gars-là puisse après s'exprimer au nom de la jeunesse, orienter une politique de jeunesse? On parle de Sidi Ali Khaldi. Hein. Oui, de Sidi Ali Khaldi. Qui est le fils de Bouker Khaldi, ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de Ben Bouzid. Enfin, il a dit Club des Pins, on explique pourquoi il était à Club des Pins. Mais je vous dis, les jeunes vous le disent carrément, ils ne connaissent pas la jeunesse et voyez comment il sort avec une incartade terrible comme celle du fils. Le fils aussi avait dit partez, on a des ingénieurs iraniens et soudaniens qui vont venir. Celui-là, il dit partez. Moi, s'il donne à tous les citoyens un passeport diplomatique, tout le monde partira à ce moment-là. Mais enfin, on est arrivé à ce ridicule. Maintenant, autre chose, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît, il y a quelque chose d'assez grave aussi. Tu parles de la composante du gouvernement. Quel est le problème pour le gouvernement avec la rentrée sociale? Perte du pouvoir d'achat, chômage dans l'informel, chômage dans le circuit économique normal. Donc, il y a problème de société, problème de relations sociales. On nomme quoi comme ministre? On a le dernier ministre, on le sort du chapeau, on ressort un vieux cheval de retour qui a laissé des casseroles lorsqu'il était directeur de l'hôpital de Blida. On cite les ministres ici, on parle du ministre Hamas. Le ministre du Travail, le véritable problème là, pour attaquer les problèmes économiques et sociaux dus à la crise, dus au Covid, ce sont des négociations. On sort un ministre qui a laissé des traces de mauvaises casseroles, directeur de l'hôpital de Blida, ministre de l'Industrie et ministre du Commerce. Il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas des gens, même s'ils ne sont pas sur le marché local, on va chercher dans la diaspora. Bon, les jeunes, on a vu avec Sidi Ali Khaldi, c'est malheureusement quand on est moulé dans le système, ça ne donne pas de bons résultats. Non, mais ce que je dis, il faut sortir de ça. Oui. C'est pas qu'un problème de génération. Mais je vous dis, voilà, vous me posez la question sur un problème de gestion gouvernementale. Regardez cette malade. Alors, moi, je repose la question, sérieusement. On sent très bien que ça va très mal et qu'il n'y a pas la capacité. J'ai bien aimé ce concept de gouvernement inopérant. Est-ce que réellement le président Tebboune, qui est dans une mauvaise passe, qu'il n'est pas élu ou mal élu, et il espérait que le référendum lui permette de faire comme Bouteflika avec la concorde civile qui se requinque, mais bon, on part vers un grand courant d'air. Donc voilà, donc ça se passe très mal. Il a au moins besoin de quelques quick wins, quelques succès gouvernementaux. Avec ce gouvernement, il n'arrive pas à afficher un seul succès. Est-ce qu'il peut se permettre de le traîner encore pendant 3, 4, 5 mois? On ne sait pas combien de temps ça va prendre, cette histoire de mettre en place les nouvelles institutions, etc. C'est un autre chantier. Est-ce qu'il ne va pas peut-être faire un remaniement sur des postes clés sur lesquels il ne s'est rien passé? Je pense à l'industrie où on a zéro bilan. Je pense au ministre du Commerce, qui s'est avéré très contre-productif avec sa communication agressive. Et puis à d'autres ministères où on attend quand même une impulsion. On sait que la partition est mauvaise. Il y a un problème de gestion d'agenda politique. Donc, si le président opte... d'abord, il a envoyé des signaux d'insatisfaction. On a vu dans certains... On a même laissé entendre... Alors là, je fais mon rôle de journaliste qui travaille sur les rumeurs. Avant de le communiquer sur l'isolement anticipatif, on a entendu dire qu'il était mécontent et qu'il boudait parce que ça en est mal et qu'il avait fermé la porte. Ce qu'avait fait Bouteflika à son époque. Oui, il y a eu des épisodes comme ça. On avait dit ça. Mais à travers certains communiqués du Conseil des ministres, on sentait bien que le président n'était pas content. Donc, ceci étant dit, il y a deux choix. Soit il opte pour un remaniement et il laisse ce gouvernement travailler, le nouveau, c'est-à-dire le futur, éventuellement après le 1er novembre. Il faudrait le laisser travailler quelques mois, ne pas lui mettre une élection législative dans les pattes trop tôt. Donc, on va laisser le mandat se terminer, première option. Deuxième option, il garde le gouvernement, mais il dissout immédiatement pour qu'on ait les élections au plus vite. Et voilà les deux pistes qui se présentent. Dans les deux cas, à mon avis, on aura quand même un petit flottement, parce que même changer de gouvernement, même si c'est un remaniement à 4-5 postes, il faut que les gens rentrent dans leur rôle et tout ça.
le flottement va continuer. Donc, je pense que 2-3 mois de flottement encore, ça va continuer. Donc, je reviens au QE justement. Le QE d'image, c'est vrai que remanier, ça permet de renouveler un peu. Il l'a fait il n'y a pas longtemps. Il a fait le coup à Abdelmajid Attar au niveau de l'énergie. C'était un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'il y avait d'autres attentes, je dirais. Ensuite, à mon avis, le QE sur le plan économique, parce qu'il y a d'autres dimensions sociales, etc., politiques aussi. Mais sur le plan économique, c'est libérer du crédit pour les entreprises. Il faut que le crédit respire. Sans une montagne de dossiers, il faut vraiment alléger. Il faut libérer le problème du moratoire ou de l'annulation des impôts et de la CNAS pour cette année. Parce que les gens ne pourront pas payer. Donc, on est en train de balancer des milliers d'entreprises dans l'informel. Les gens ne pourront pas payer cette année. Donc, et les gens sont en train de recevoir des mises en demeure. Le comble, c'est quand on parle aux gens de la CNAS, ils nous disent on a des instructions pour ramasser l'argent. Alors que le président avait dit qu'il ne fallait pas appliquer des pénalités. Donc, c'est kafkaïen. Même au niveau fiscal, c'est actuellement des écrits. Ils sont en train d'embêter les gens. Donc, là, ça, c'est des coups que le président des points qu'il doit marquer. Y compris contre sa propre administration, je dirais. Donc, le fisc et parafiscal, la CNAS, le crédit, le deuxième élément qui est très, très important, parce qu'aujourd'hui, pour que les gens aient une bouffée d'air, il faut relancer le crédit, redynamiser le crédit, tel que c'est approché actuellement par les banques. Les banques à dominante publique n'ont pas de marge de manœuvre. Non, pas de mal. Il faut qu'il y ait un coup de pouce d'en haut, quoi, à la fois réglementaire. Non, elles ont une J'ouvre marge une de parenthèse. manœuvre. Reda, je te redonne la parole tout de suite. Parce que j'ai évoqué la semaine dernière la banque publique qui est une de nos banques qui nous avait appelé pour nous proposer un crédit de soutien à la trésorerie. Et j'avais dit que c'était un événement, parce que d'habitude, c'est le contraire. On m'appelle pour me dire qu'il y a un chèque qui est rentré et qu'on est à découvert. Et on s'est renseigné, donc le financier de Interface Média Radio M s'est renseigné. Et les conditions sont des conditions très draconiennes. 3 bilans. On n'a rien changé. Alors, 3 bilans positifs, pour avoir accès à 3 bilans positifs, et le taux de ce crédit de court terme, qui peut aller jusqu'à 2 millions de dinars en soutien à la trésorerie, c'est 12%. C'est 12%. C'est de l'usure. Donc voilà. C'est de voilà, l'usure c'est 12%. par rapport à l'inflation. Et donc voilà, c'est pas de l'aide. C'est pas dans ce périmètre-là qu'il Non, faut. par rapport, eux, ils achètent, je crois, actuellement à 2% ou à 3% le crédit au niveau de la banque, et ils font du 9% de marge. C'est de l'usure. Et ce n'est pas de l'aide ni du soutien, au contraire. Alors, sur les facilitations fiscales, il y a eu le docteur Nour Mdahi qui nous a interpellé la semaine dernière en disant j'ai entendu parler d'amnistie fiscale. Amnistie fiscale. Voilà, et ça l'avait choqué parce qu'on n'a pas été précis sur la question. Il s'agissait des entreprises qui sont en grande difficulté, pas de celles qui gagnent de l'argent, qui doivent payer leurs bénéfices, qui doivent payer des impôts sur leur activité, IRG et le reste, mais qui peuvent payer l'impôt sur le bénéfice. Tu peux préciser ce que tu entendais par amnistie? Non, moi, je te dis, actuellement, des entreprises traînent, si tu veux, 2 ou 3 bilans négatifs ou à peine équilibrés. Et on leur demande, si tu veux, de payer la totalité. Elles ont beau demander un moratoire, et à un moment donné où tu asphyxies ces entreprises et tu n'en as plus besoin, tu les laisses mourir parce qu'elles n'arrivent même pas à s'en sortir par elles-mêmes. Et à ce moment-là, tu assumes. Ou alors, si tu veux que l'emploi continue, le pouvoir d'achat continue à être distribué, que l'économie continue à tourner, bah, tu mets de l'eau dans ton vin et tu prends une amnistie fiscale, mais bien ciblée. Moi, je ne dis pas une amnistie fiscale généralisée. Là, c'est injuste envers ceux qui payent leur impôt à la source. Donc là, il faut carrément... et l'administration fiscale, telle que je la connais, bien organisée pour connaître les bons, les mauvais payeurs et les bonnes entreprises qui gagnent de l'argent comme celles qui patinent. Et donc, mais il faut agir de façon objective, intelligente et efficace. Et là, l'administration fiscale, pour autant qu'on lui donne les bonnes instructions, elle est en mesure d'écouter le gouvernement et d'agir. Mais le reste, il reste, comme tu l'as bien dit, c'est les banques. Les banques restent 12% d'intérêt pour un crédit d'exploitation. Ça veut dire que le bonhomme, il doit avoir un taux de rentabilité de 24 à 25% pour pouvoir, si tu veux, supporter un financement de l'exploitation à 12%. Déjà, il partage la moitié, au moins si c'est une bonne et grande entreprise. Or, le taux de rentabilité de nos entreprises de production, je ne parle pas de celles de service, il tourne autour de 8 à 12%.
Ça veut dire que c'est négatif. S'ils ont besoin ça veut dire qu'ils perdent de l'argent. Oui, c'est là où tu vois que l'instruction du gouvernement qui est donnée pour faciliter, pour aider, à l'arrivée au niveau des opérateurs, le signal est complètement déformé. C'est ce qu'on appelle la déformation de la communication. Oui. Et c'est terrible. Et ces banques-là sont derrière leur guichet. Ils n'ont aucune conscience de la réalité économique et sociale du pays. On est en pleine crise, en pleine bataille, si vous voulez, de survie, et eux continuent à demander des crédits, à offrir des crédits à 12%. Mais c'est là aussi, il n'y a pas de concurrence. Alors, on va passer au deuxième sujet de ce Café des experts économiques, qui est lié toujours à la conjoncture, pour essayer de trouver quelles sont les incidences de ce contexte un peu chaotique de trous dans la conjoncture, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir sur certains marchés. Et là, aujourd'hui, je voulais évoquer le marché de l'immobilier, dans lequel il y a aussi l'immobilier industriel, le foncier industriel. Est-ce que vous trouvez, on est resté sur un plateau ces dernières années, les prix du loyer et de l'immobilier ont cessé de grimper au rythme où ils grimpaient avant, ils ont même cessé de grimper complètement. Est-ce que la courbe s'est inversée? Est-ce que vous avez le sentiment que la courbe s'est inversée? Est-ce que ceux qui sont propriétaires d'un bien sont prêts à le louer moins cher? Ceux qui doivent le vendre sont prêts à le vendre moins cher? Comment ça se passe? Quels sont les retours que vous avez? Je cite, pour rapidement engager cette discussion, le foncier industriel. Il y a eu une publication de Nabil Mellah, le directeur général de Mérinal, qui raillait le fait que le mètre carré du foncier industriel dans la zone industrielle de Smar, là où se trouve la principale unité de Mérinal, est à 80 000 dinars le mètre carré. 80 000 dinars le mètre carré. C'est redescendu à 60 000 en 15 jours. Dinars, ce qui reste quand même complètement stratosphérique. Est-ce que cette décrue est suffisante pour parler de retournement décrue est un mot trop fort. Oui. Parler de retournement. Sur le marché de transactions de vente, la location, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas d'informations sur la location. Mais sur le marché de la vente, en effet, il y a une décrue. C'est-à-dire que ça peut être un retournement du marché. Maintenant, les gens, ça dépend des configurations, parce qu'il y a des gens qui vont attendre que ça passe, donc ils ne vont pas vendre. Donc ça va un peu limiter la casse, comme on dit, parce que les gens ne sont pas dans une situation d'urgence pour vendre, etc. Mais il y a des gens qui sont obligés de vendre pour différentes raisons et qui doivent... Moi, j'ai des cas pratiques où on est dans l'ordre quand même de 20% de baisse. Donc, c'est quand même important. Quel type de produit? Sur des maisons individuelles. Donc, c'est quand même quelque chose d'important, 20%. C'est un chiffre important. Donc, il faut voir maintenant dans le temps pour parler de tendance. Je ne peux pas encore parler, c'est trop tôt. Ce qu'on constate, par contre, c'est que la phase estivale, qui est d'habitude une phase de hausse, parce qu'il y a l'argent des immigrés qui arrive chaque année. Donc, l'argent de la diaspora qui rentre chaque année a tendance à faire augmenter les prix de l'immobilier. Cette année, ça ne s'est pas passé. Donc, premier élément. Et deuxième élément, le fait que, comme j'ai dit, il y a des gens qui sont serrés, qui sont retrouvés obligés de mettre leurs biens sur le marché. Sur le foncier industriel, maintenant, il faut tenir compte d'une chose. C'est qu'aujourd'hui, le foncier industriel peut suivre une courbe inverse. Je vais m'expliquer pourquoi. Il y a des dizaines de milliers de projets qui sont à l'arrêt parce que les zones industrielles ne sont pas disponibles, parce qu'il y a une pénurie de foncier industriel et que les gens sont en train d'attendre des décisions d'attribution qui ne viennent pas. Ce qui fait que ça crée un effet de retour sur les zones existantes et sur le bâti, ce qui est déjà bâti. Donc les gens vont se dire, moi je vais attendre 3 ans pour qu'un wali me donne un terrain, alors que là je vais acheter à côté et puis c'est tout. Et donc il est possible qu'il y ait un effet inverse sur le foncier industriel, vu que c'est un produit rare. Ça suppose que le niveau le stock d'investisseurs est le même. On peut imaginer qu'il baisse ce stock aussi. Ceux qui sont prêts à faire encore le saut de l'investissement. On a un problème, juste une phrase, Barka, je te passe la parole. On a un effet de bouchon. On a un effet de bouchon. C'est-à-dire qu'il y a des investissements en stand-by depuis 3-4 ans. Donc, il y a un stock de gens en attente d'investir. C'est-à-dire, en rythme annuel, oui, je suis d'accord avec toi qu'en rythme annuel, du fait du Covid, de la récession, il y aurait moins d'investisseurs annuels, de l'an, comme on dit. Les investisseurs mais là, c'est du RAR. Mais là, tu as 4 ans de retard, déjà. Tu sais que maintenant, les 40 000 hectares
Pas 40 000 les 14 000 hectares, pardon, j'ai confondu, les 40 zones. 14 000 hectares, ça devait être livré en 2014. Donc déjà, ça n'a pas été fait. Donc déjà, en fait, depuis 2014 à ce jour, il y a des gens qui n'ont même pas l'espoir d'avoir un terrain. Non, le problème, il est là. Primo, on n'a pas, si vous voulez, un marché professionnel de l'immobilier. Que ce soit l'immobilier de logement vers les individus ou l'immobilier économique. Que ce soit les fonds de commerce, les espaces commerciaux ou encore les zones industrielles. Ou les espaces de bureaux. Les espaces de bureaux, quand je dis professionnels, c'est les espaces de bureaux. À part à Oran où quelques promoteurs ont développé mais ailleurs, on n'a pas cette tendance, il n'y a pas de promoteurs qui s'installent. D'ailleurs, regardez le Hama, ça devrait être des tours. Regardez la zone du ruisseau du côté des Anasser vers du tribunal. Là-bas aussi, on devait dégager tout ça, construire plein de... Je place celle-là. L'autre a construit une tour, mais elle est bloquée pour raisons politiques. En fait, c'est ça aussi le marché immobilier. Mais il y a aussi, sur le plan des zones industrielles, on a leurré les entreprises, on a leurré la population. On leur a dit qu'on a assez de zones industrielles, elles sont inoccupées. Nous avons entre les zones d'activité, les zones industrielles, 29 000 hectares et qui ne sont pas équipés et gérés comme zones industrielles. La plupart, c'est des terrains vagues. Et je vous donne on a fait la comparaison par rapport à un pays comme la France qui a 550 000 hectares de zones industrielles et zones d'activité équipées, goudronnées avec du gaz, vous pouvez même louer des bâtiments. Et toutes les autorités locales ou régionales vous appellent, venez investir chez moi. Chez nous, on a 8 à 9% de ce que possède l'économie française en termes de zones industrielles. On a lancé ce programme de 48 plateformes. C'est des plateformes industrielles. Leur conception, j'ai participé avec l'ANIREF et tout, c'est des plateformes professionnelles où vous arrivez, il y a la banque, il y a tout, le raccordement à la voie ferrée, vous avez la station de traitement, de tout. Vous pouvez même louer des bâtiments. On a bloqué ce projet parce que l'oligarchie s'est accaparé les premiers contrats de réalisation. Et donc, parce que l'oligarchie s'est accaparée, on arrête le projet. Donc, le programme est freiné, le programme a été renvoyé vers les wilayas qui n'ont aucun moyen parce que ces plateformes industrielles, c'est une véritable zone économique. Donc, tout ça est arrêté. Comment vouliez-vous aujourd'hui que l'économie redémarre? Reda, on a 5 ans de retard. Sachez que le Maroc, s'il te plaît. Non, mais c'est pas le foncier. Je voulais interpeller les ménages. C'est pas le foncier, si les prix, je t'adresse encore la question. Non. Si le prix devait baisser, on sait qu'avec le subprime, c'est d'abord une crise, une incapacité de payer son loyer. Les banques n'ont pas les retours de revenus sur les crédits qu'elles ont accordés, et toute l'industrie immobilière s'est effondrée. Est-ce qu'en Algérie, question très précise pour les ménages, parce qu'on doit parler aussi un peu aux ménages et pas seulement aux investisseurs, est-ce qu'une poursuite, Ali nous a parlé de 20% de baisse sur certains types de produits, un retournement de marché, une baisse des revenus, une baisse des loyers, des prix de l'actif immobilier, bonne ou mauvaise nouvelle pour les ménages? Non, croire qu'il va y avoir une baisse, c'est se leurrer. Nous sommes à la veille. Tout le monde demande la dévaluation. Le gouvernement veut dévaluer. Tout le monde va se réfugier vers la pierre. Donc le prix de la pierre, non seulement ne va pas baisser, mais il va s'élever. Ça, c'est mon opinion, parce qu'en période de crise, le refuge, c'est la prévision, pierre. c'est-à-dire c'est en forecast. C'est secondo. L'Algérien, si vous voulez, la structure de consommation. Dans le monde entier, le logement, c'est-à-dire que ce soit en location ou acquisition, c'est 30 à 48% du pouvoir d'achat des citoyens qui est consacré au logement. Chez nous, il est à moins de 10% avec le logement social, le logement participatif. Ce n'est pas un élément constitutif, si vous voulez, du pouvoir d'achat. Résultat, donc que le prix baisse ou pas, le citoyen est habitué à aller s'adresser au logement social ou au logement participatif, logement financé soutenu par l'État. Et donc, ce n'est pas une préoccupation majeure en termes d'épargne. Et c'est regarder l'épargne qui est déposée dans les banques, l'épargne destinée au logement, il est infime par rapport au reste. Donc, que les prix baissent ou varient. Pour moi, les prix ne vont pas baisser. Il y a eu une petite tendance, mais allez essayer d'accéder
au logement locatif. Les prix restent élevés et les gens, ceux qui disposent, ne veulent pas louer parce que ce n'est pas rémunérateur. Les promoteurs immobiliers arrivent à placer, quels que soient les prix. Vous avez des prix, des logements, des duplex qui sont vendus à 60 millions de dinars, le duplex de 120 mètres carrés, et ils sont achetés immédiatement dès la mise en vente, alors que le bâtiment n'est pas terminé. Regardez, j'ai vu dans les cabinets d'architecture beaucoup de projets, mais il n'y a pas de crise à l'achat. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer, mais contrairement à ce que dit mon ami Ali, je n'ai pas constaté. Il y a un phénomène que j'ai constaté en Kabylie. Eh bien, il y a un phénomène de notre émigration qui a construit et dont les enfants aujourd'hui, quand ils viennent en Algérie, c'est pour revendre. Il y a ce phénomène en Kabylie de revente de toutes ces villas construites. Est-ce que c'est un phénomène passager ou particulier? Je n'en sais rien. Mais je l'ai constaté. Beaucoup de gens m'ont dit, voilà, cette villa est On reviendra sur le sujet. Mais on n'a pas peut-être les mêmes angles. Les mêmes angles. Bien sûr. Oui, on reviendra sur le sujet. En 2 mots, on va quand même prendre des nouvelles pour voir. Est-ce que Amar Belkouk est avec nous? Amar Belkouk, à partir de Grasse dans les Alpes-Maritimes, pour parler de la relation économique entre l'Algérie et la France, pour lancer avec nous ce sujet qui va clôturer le Café des experts économiques. En attendant de nous assurer que Amar est bien avec nous, Amar Belkouk. Ah oui, il est bien avec nous. Salut Amar. On va mettre les casques quand même, sinon on ne t'entendra pas. Bonjour. Bonjour, Hassan. Bonjour, Wow. bonjour à votre visiteur. J'ai pas retenu son Allô? nom. Oui, vous m'entendez? Très Faiblement. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas assez fort là, Amar. Hein. On va voir avec la technique pour rapport. Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est nos casques ou est-ce que c'est là? Allô? Oui. Non, on n'entend pas du tout. Vous m'entendez pas? Je suis. Pourtant, je vous vois bien. Non, mais je sais pas. peut-être qu'il J'essaie de voir. peut-être quand on est en. Et mon micro, s'il il met son casque, fonctionne peut-être normalement. Oui. Il aura un micro plus proche. Oui, ouais. Mais je pense pas que ce soit à cause de son micro. Hein. Je pense pas que ce soit à cause de ça. Donc on va prendre le temps de l'installer. Oui. Vous m'entendez? On entend là-bas, pas ici. Là-bas, on l'entend, mais ici, on l'entend pas. Omar, le problème n'est pas chez toi, il est ici. Hein, parce que ton son arrive très bien à la régie, mais il n'arrive pas dans nos casques. Oui, il faut continuer de parler, hein, Omar. Hein. Oui, bien sûr. Je voulais intervenir quand vous étiez en train de débattre sur les conditions de banque, les crédits de trésorerie. C'était très intéressant. Juste billet. Non, c'est faible. Il faut nous transmettre le son de Omar ici dans les casques. Hein. Le problème, il est entre la régie et ici. Hein. Oui. Ah non, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Omar, tu nous entends. Hein? Je suis là. Moi, je vous entends très bien. Ah oui, là il y a mieux. Je vous entends. Oui, et là c'est encore mieux. Très bien. On va couper tout ça au montage. Hein. Ok. J'espère. Il n'y a pas de problème parce qu'on n'a pas fait de Facebook Live, donc on est en roue libre. Bon, je ne vais pas te poser la question sur... je ne sais pas si tu as suivi la séquence sur l'orientation du marché immobilier en Algérie. Non, tu as écouté? c'est pas... Oui, j'ai entendu l'échange, mais j'étais intéressé par lequel vous avez discuté. Taux d'intérêt à 12% et surtout le démarche d'identifier qui t'a étonné de la part de ta banque qui te proposait un crédit de trésorerie, mais à des conditions introuvables. Ça veut dire qu'il ne veut pas le faire. De l'État, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est que c'est encore une opération politique. On propose un taux d'intérêt à 12%, c'est qu'on ne veut pas, mais on ne te dit pas qu'on ne veut pas te le faire. Ça veut dire que les conditions sont inacceptables. Donc,
on te renvoie la décision de refus. Mais quand on t'impose 12% alors qu'on se refinance à 3%, ce sont des conditions inacceptables. Mais tu peux pas dire qu'on t'a pas proposé un crédit de trésorerie. Les banques sont dans une situation difficile sur l'investissement. Cher Ali, même s'il y a un bout depuis 4 ans sur l'investissement, mais les conditions de financement de ces investissements se sont détériorées. Et parce que le système algérien est étranglé par la crise de liquidité. Oui. Alors, Omar Belkouk, on va aborder le troisième volet de ce café d'Expert Éco. On est très content de t'avoir avec nous. On va prendre déjà des nouvelles du climat en France depuis cette terrible affaire de Conflans-Sainte-Honorine, là, le professeur qui a été décapité, les mesures, enfin, le projet de loi de Macron sur le séparatisme et la lutte contre le communautarisme était antérieur à ce terrible crime, mais on a le sentiment qu'il y a à nouveau bon là, les produits français c'est pas un sentiment, c'est un fait. En partie dans les pays musulmans, il y a des campagnes qui appellent au boycott de ces produits-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris sérieusement, au sérieux en France? Est-ce qu'on considère que c'est quelque chose qui vient surajouter à une conjoncture qui est déjà très très sombre avec le retour, la remontée des contaminations au Covid? Bien sûr, l'événement concernant le cœur a bouleversé les Français et a créé une crise dans la crise. C'est un événement de crispation, mais il est en train d'attiser quelques mois de la fin de mandat de Macron. Donc Macron doit se montrer ferme et rappeler les valeurs de la République française concernant la laïcité, etc. Donc, quant aux décisions du point de vue des chiffres, c'est peanuts extérieur France diplomatique, c'est-à-dire que la France ne veut pas produire une mauvaise image dans le monde. Bon, j'étais en train de dire que le commerce vis-à-vis des pays de la zone MENA représente 14 à 15 milliards d'euros par an, dans un commerce extérieur de la France de 500 milliards d'euros. Donc, il est relativement, il a une relative importance. Et les pays qui ont décrété un embargo, qui sont la Turquie, le Qatar, la Jordanie, l'Iran, cela produit pour 1,3 milliard d'euros. Donc, le paysage économique de la France est mettre en péril. Il faut que vous sachiez que le bouclier de protection de l'économie française comme de l'économie européenne s'appelle la Banque centrale européenne. Donc, ils soutiennent pas de ces phénomènes. Donc, ils peuvent arrêter d'acheter des produits français, Lactel, Lactalis, Danone, et autres sociétés agroalimentaires ne vont pas faire faillite. Alors, à titre de représailles, et ce n'est pas la France qui l'a, turque, elle est en train de sombrer sur le marché des devises. Ce matin, elle a été attaquée. Et par qui? Par les banques occidentales. C'est elles qui vendent à découvert que l'économie turque a commencé à payer tant que la France ne paye. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, messieurs les experts, une seconde, que Alger, qui est souvent à la tête des luttes anti-impérialistes depuis avant et qui peut être aussi à la tête de la défense patriotique de la religion musulmane, est-ce qu'on aurait pu penser qu'il y ait, au niveau officiel ou dans la société, une campagne de boycott des produits français? Bon, je ne pense pas. S'il y a une campagne, elle pourra être menée par la société civile et de façon informelle.
l'État algérien, je ne pense pas qu'il puisse se lancer ou qu'il a dans ses traditions politiques de se lancer dans des boycotts de produits, surtout avec un partenaire comme la France, où nous avons déjà des relations déjà familiales très intimes. On a 4 à 5 millions d'Algériens qui vivent en France, ou leurs enfants ou quoi, qui vivent. Donc, mais il est possible qu'à travers certains circuits religieux, certains partis religieux diffusent l'information de boycott, mais l'impact, je ne pense pas qu'il soit important. En plus que nous, l'agro-industrie française, à part les achats de blé et de poudre de lait, et ça c'est les offices publics qui les achètent, le reste du commerce, il n'y a que le commerce du cabas, mais le commerce du cabas s'est arrêté avec la crise du Covid. Donc, je ne pense pas que ce soit le problème. Le véritable problème, il est politique. Les Français confondent liberté, si vous voulez, d'expression et tolérance, alors qu'il ne peut pas y avoir de liberté d'expression sans la tolérance. Et là, il y a un excès et il irrite... il y a 2 excès, on va dire quand même. Oui, mais il y a l'excès de la provocation et l'excès du meurtre aussi. Non, moi je ne... Attention, je ne suis pas là pour couvrir le meurtre, bien au contraire. Quand je parle de tolérance, je parle de cela aussi. Donc pas de campagne de boycott envisageable. Juste sur le dernier point dont on parlait avec Reda maintenant, je dois rappeler quand même que pour faire le parallèle, il y a d'autres pays européens où il y a eu des excès, il y a eu de la provocation anti-islam, caricature aussi sur le prophète, tout ça, où ça s'est terminé le plus normalement du monde en justice, c'est-à-dire avec des procès pour diffamation, parce qu'il y a des communautés musulmanes qui ont un leadership plus modéré, tout simplement. Ils ont utilisé les instruments de la République, des démocraties dans lesquelles ils vivent, pour engager des procès en diffamation et les gagner. Donc, au Danemark, surtout. Voilà, en France, on a un leadership de la communauté musulmane, un leadership extrémiste, tout simplement. Les institutions officielles, Mosquée de Paris, etc., sont out. Et donc, le problème politique dont parlait là, c'est celui-là, c'est qu'on a une communauté qui est prisonnière d'une minorité extrémiste. Maintenant, pour revenir aux considérations économiques, nous, on est 20e au tableau des exportations françaises. Donc, et on est dans la couche des 0, c'est-à-dire qu'on ne pèse pas. Nous, on exporte du pétrole et du gaz, ils nous envoient donc des céréales et du lait, pour le gros, c'est-à-dire pour les grosses masses. Et des voitures quand le marché de la voiture va reprendre. Et énormément de services, donc voilà. Donc, au-delà des effets d'annonce je pense que le pouvoir actuel va avoir intérêt à faire beaucoup d'effets d'annonce aussi, à montrer qu'il est fâché, etc. Ça, c'est clair. Ils vont utiliser ça politiquement, donc on va avoir beaucoup de campagnes politiques. Le pouvoir algérien ? Oui, je crois qu'ils vont exploiter ça à fond. Mais sur le plan réel de l'économie réelle, on ne touchera à rien parce que l'imbrication fait que, pour le moment, si on pouvait se passer du lait français, on l'aurait fait depuis longtemps. On est prisonnier des lobbies, on est prisonnier des lobbies des services technologiques. Y compris dans les céréales. Voilà, et on est prisonnier du lobby français sur les céréales. Amar Belkouk est de retour avec nous au téléphone. Donc, franchement, je ne vois pas trop comment on pourrait sortir de cette équation-là très vite. Amar, rien de nouveau sous le soleil dans la relation économique entre Alger et Paris, y compris dans ce contexte tendu autour de l'affaire qu'on a évoquée ? Mais je rejoins ce que vient de dire Ali Harbi. Les économies sont tellement imbriquées. La France est le 2e fournisseur de l'Algérie du point de vue des céréales, des voitures, des médicaments, des services. Elle exporte pour 5-6 milliards de dollars. Derrière la Chine, c'est difficile de parler de boycott, et la France achète 60% des exportations algériennes. Donc le discours des gouvernements des pays arabo-musulmans, c'est plus à destination de leur population. Et ils sont tous en crise d'un point de vue économique, donc ça permet de cristalliser un peu ou détourner l'opinion ou l'attention des populations vers des sujets plus politiques qu'économiques et sociaux qui sont en train de vivre. Donc, les rapports économiques algéro-français
sont trop liés qu'il est difficile de rejoindre le camp des boycotteurs, mais il y aura des interventions politiques pour dire qu'ils ne sont pas contents. Alors tout de même, concrètement, bon, on n'envisage pas, on est plus ou moins d'accord pour le dire, de l'appel au boycott. Bon, peut-être dans la société, mais au niveau officiel, c'est évidemment hors de question. On ne verrait pas comment. Abdelmadjid Tebboune s'est toujours réclamé d'une relation cordiale avec Emmanuel Macron et on n'a pas le sentiment que c'est changé, en dépit des effets de manche qu'il a pu avoir vis-à-vis de la France, qui sont un peu dans la continuité du discours de l'armée en 2019 au plus fort du Hirak. Mais il se passe quand même des choses. Les contrats de service ne sont pas renouvelés. Alors, je voudrais avoir ton point de vue, Omar Berkouk, sur le non-renouvellement des contrats de service. Comment toi, tu l'interpréterais? Le métro d'Alger ne va plus être géré par la RATP. D'ailleurs, le service n'a pas encore repris. L'eau d'Alger ne va plus être servie par... la délégation de gestion ne va plus être remise à Suez. Je pense que CEAL va de ce point de vue-là disparaître. Et il en est un peu ainsi. Enfin, les aéroports de Paris ont cessé de gérer l'aéroport d'Alger. C'est un démantèlement qui est plus économique ou est-ce qu'il est lié à une volonté de coller l'image de la collaboration trop étroite avec la France à l'ancien régime et d'essayer d'apparaître comme un régime qui, lui, est plus autonome par rapport à ce voisinage? La raison fondamentale, elle est économique. C'est le balayage des échanges extérieurs de l'Algérie. C'est chercher où on peut faire des économies. Donc, le caractère incompressible des importations réelles de biens, de biens entrant dans la vie quotidienne des Algériens et dans le système de production algérienne est difficile à comprimer, mais on a cherché et on cherche encore à réduire le volume des importations. Donc la partie service devait passer aussi au peigne fin des économies. La seule chose, c'est que avec quelles entreprises vont-ils les remplacer? Est-ce que ces services vont être traités localement? Mais ce n'est pas une décision politique. Elle peut servir dans le contexte de boycott, peut-être pour montrer qu'on se détache de la France. Mais la raison fondamentale, ce sont les économies tentant à réduire le déficit de la balance des paiements. Oui, bon, ce sont quelques centaines de millions de dollars, hein, ce n'est pas décisif, hein, les contrats de délégation de gestion. La même interprétation, messieurs les experts, vous pensez que c'est des raisons économiques, pas politiques, ce non-renouvellement des contrats de délégation de gestion? Non, c'est comme je suis totalement d'accord avec Omar Berkouk. Le problème, il est carrément dans le volume des importations, sur quoi on peut, si vous voulez, réduire. D'autant plus que je pense que les importations de services frôler ou dépasser les 10 milliards de dollars par an. Et là, on a trouvé dans le transport maritime, ce qui est un scandale, puisqu'on a assassiné le transport maritime algérien au cours des 20 dernières années. Et donc aussi dans les contrats de service, les études, l'assistance technique. Et là, je pense que ce type d'assistance technique, on peut, après 5 ou 6 années ou 8 ans de formation, de travail en commun, les équipes algériennes peuvent reprendre la main, même si elles seront efficaces qu'à 80 ou 90% de l'année. Et en période de restriction financière, on peut gérer ça et c'est des économies valables. Mais comme vient de le dire Omar Berkouk, c'est l'économie réelle qui souffre actuellement et on ne peut pas réduire toutes les importations. Même les importations de services et d'études, parce qu'on a aussi détruit les équipes d'engineering, les équipes d'études algériennes. On a pris l'habitude de tout acheter à l'extérieur. Omar, est-ce qu'on peut dire réellement qu'il y a eu un âge d'or des contrats avec la France sous Bouteflika voilà. Vu à partir d'Alger, tu étais... Oui, mais jusqu'en 2011-12, la France exportait pour 12 milliards d'euros vers l'Algérie avant d'être supplantée par la Chine. Et maintenant, la réduction intrinsèque à l'Algérie de ces importations, qui les ont divisées par deux, mais elles étaient le double.
À l'époque Alors la question c'est est-ce que proportionnellement la part de la France a baissé autant que celle des autres parce qu'il y a une restriction de toutes les importations en volume et en valeur. Oui, même la Chine est passée à, elle était au-dessus de 10 milliards, elle est passée à 7 milliards, la France est à 6 milliards. Donc non, ça correspond à la volonté de compresser les importations algériennes, mais elles ont un niveau incompressible. On importait quand même 60 milliards de dollars. On est autour de 40 milliards. Oui. Alors. Donc les deux premiers fournisseurs payent leur tribut. Allez, oui. Non, je voulais dire qu'en plus de la motivation économique, de la volonté de réduire les importations et l'achat de services, il y a un aspect technique qui entre en considération là-dedans, puisqu'on est mal, pas seulement avec les Français, qui ont effectivement eu une mainmise sur les contrats de technique, donc d'assistance technique de service pendant un certain temps. Il faut voir dans le rail, par exemple, où ça a été la mainmise française, carrément. Dans l'électrification aussi, dans les travaux. Donc il y a un certain nombre de secteurs qui ont été sous mainmise française. Mais ça va mal avec les Espagnols, ça va mal avec les Allemands aussi, en termes d'assistance technique, de coopération technique, c'est-à-dire facturée en service, sur les rubriques services. Donc, par exemple, si on prend la gestion déléguée, moi j'ai l'impression que c'est un constat d'échec beaucoup plus. Parce qu'on a fait partir des Allemands sur le contrat CEATA à Annaba, on est en train de faire partir des Espagnols sur Oran, et on veut faire partir les Français sur CEAL. En fait, c'est une fuite en avant, techniquement parlant. Parce que la performance, elle a fait comme ça. Elle a fait une période où on a amélioré par rapport à l'état initial. Et ensuite, on est en train de voir une dégradation de la situation. Et à nous, les habitants d'Alger, on a bien vu que cette année, sur l'eau, c'est la catastrophe. Donc, c'est un problème de capacité de gérer des contrats en partenariat. Et là, c'est un point faible de l'administration et de l'entreprise, notamment publique algérienne, c'est l'incapacité à gérer des contrats en partenariat. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on va se retrouver avec un départ des Français, si on prend le cas de la CEAL, par exemple, avec un départ des Français, alors que le transfert dont parlait tout à l'heure Reda, donc la montée en compétence n'est pas encore arrivée à maturité. D'accord ? Tu prends par exemple le cas de l'assainissement des stations d'eau usée, par exemple, la situation elle est catastrophique. 80% des stations d'eau usée en Algérie ne fonctionnent pas. Donc, je pense qu'il y a encore de la marge sur de la coopération, sur des partenariats. Je crois que le modèle économique n'était pas intéressant. Ce n'est pas du win-win, c'est du transfert directement. Il aurait fallu penser autrement les modèles économiques de ces partenariats-là. Mais techniquement, ce n'est pas le moment d'arrêter ces partenariats. On n'est pas encore prêt. Et ce qu'on en gagne financièrement n'est pas si important que ça. Oui. Il n'y a pas, on n'y gagne pas. C'est important. Alors, on va essayer de finir, parce qu'on a avancé dans cette émission. Amar Belkouk, bon, on a bien compris que c'est le discours anti-français parfois de l'administration, du politique en Algérie. Abdelmajid Tebboune on a fait un peu aussi les échos parfois, de moins en moins ces derniers mois. Il est contredit par la réalité économique. Alger va probablement avoir besoin de Paris si Alger insiste pour revoir le contrat, l'accord d'association avec l'Union européenne et le processus de démantèlement des barrières tarifaires. Est-ce que Paris peut être un allié à Bruxelles d'Alger dans sa requête ? Oui, la France, c'est le point d'entrée de l'Algérie dans l'Europe. Et comme l'Algérie constitue le point pivot au Maghreb, et même vers l'Afrique subsaharienne par l'Algérie. Donc, pour renégocier les conditions de cet accord, l'Algérie ne peut que s'appuyer sur la France. C'est le pays qui la connaît le mieux, qui connaît sa structure économique, qui connaît bien son organisation. Mais quand on regarde les revendications algériennes dans la réévaluation de cet accord, c'est le constat du déséquilibre des échanges. L'Europe a représenté jusqu'à 60% des importations algériennes. Maintenant, elles sont tombées à 45% sous la concurrence chinoise. Et turque. Et turque, mais essentiellement chinoise. Et l'Europe
absorbe 60% des exportations algériennes, principalement des hydrocarbures. Après, les autres volets de coopération, d'investissement, c'est la faute de nos chers gouvernants. Oui. Je vous rappelle que l'Europe est une économie de marché. Elle ne peut pas forcer ses entreprises à investir en Algérie. C'est un marché de dupes. Juste quelques mots. 40% des sociétés du CAC 40 sont détenues par des fonds de pension américains. Vous voulez que Macron donne l'ordre à l'Air Liquide d'investir en Algérie? Comment penser que des gouvernements européens puissent peser sur leurs sociétés cotées en bourse pour aller développer l'Algérie? Et les Européens disent que les conditions d'investissement ne sont pas requises, donc le gouvernement algérien n'a pas mis en place les conditions d'investissement favorables pour que ces grandes entreprises multinationales puissent concourir au développement de l'Algérie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2002? Il y a eu des accords d'assistance, de coopération, de remise à niveau. Mais vous ne pouvez pas remettre à niveau un tissu économique qui est désorganisé par essence. Donc, tout ce que peut faire l'Europe, c'est utiliser des budgets. Mais elle ne peut pas dire à ces entreprises, elle ne peut pas dire à BASF, elle ne peut pas dire à Airbus, elle ne peut pas leur dire « vous devez aller investir en Algérie ». Oui, alors ça c'est un premier volet sur lequel effectivement Paris ne peut pas faire plus que les autres parce que l'Union européenne est un marché. Alors les Amrani, comment? Non, actuellement, le problème dans les relations, dans l'accord est léonin. On ne va pas faire ces accords parce s'il te plaît, on reste sur Alger-Paris. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Dans l'accord de l'Union européenne, Paris a agi pour que certaines exportations algériennes soient contingentées à Paris, Madrid, Rome. On fait en sorte que l'agro-industrie méditerranéenne, soit du côté nord, soit hyper protégée. Que ce soit pour les... Nous, qu'est-ce qu'on a comme produits d'exportation aujourd'hui? On a les laboratoires qu'il faut, on a les équipements qu'il faut pour pouvoir exporter les produits de l'agro-industrie. Eh bien, presque tous les produits de l'agro-industrie sont contingentés. Il n'y a pas de libre-échange. Donc déjà, une première volonté de l'Union européenne, si elle veut carrément revoir un peu d'égalité dans les échanges, parce que c'est un accord léonin, donc supprimer déjà tout le contingentement de produits et donc un libre-échange total comme eux l'ont imposé pour 99% des produits industriels européens. Donc là, il y a quelque chose à revoir. Et c'est objectif. C'est en particulier les pays du sud de l'Europe qui ont introduit le contingentement pour bien sûr, parce que c'est leurs produits qui étaient concurrencés. Parce que c'est les produits de l'agro-industrie méditerranéenne qui sont, si vous voulez, concurrencés par les produits algériens, marocains, tunisiens, égyptiens. Donc il y a, si vous voulez, une volonté faite économique et politique pour empêcher cela et pour empêcher un libre-échange réel. Donc on peut revenir à ça. Le reste, comme tout accord, comme vient de le dire notre ami, bon, c'est un problème de concurrence et d'attrait. Mais attention, il y a des entreprises françaises qui connaissaient l'Algérie, qui étaient implantées, qui avaient un marché, qui connaissaient l'Algérie depuis 1960. Je prends l'exemple de Michelin. C'est un des grands du CAC 40. Eh bien, Michelin, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une usine. Il a un marché qui a besoin de 3 grandes usines de taille mondiale dans le pneumatique. Il avait une petite usine de pneumatique pour le camion. Il l'a fermée. Et il est parti. Il ne voulait pas investir en Algérie. Il l'a vendu assez vite. Il a vendu les biens immobiliers, c'est-à-dire c'est pire. Il a désindustrialisé et il a vendu le terrain qui lui avait été offert. Donc c'est terrible ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Il ne va pas me dire que Michelin ne connaissait pas le marché algérien. Il ne va pas me dire que Michelin n'allait pas faire de bonnes affaires. Il aurait pu s'installer, demander un terrain, construire une usine de 5 millions d'unités et continuer. Non, il s'est retiré. Et ça, c'est pas un problème commercial ou un problème de ressources. C'est un problème politique. Ils ne veulent pas investir en Algérie. Une dernière question. Amal Belkouk, on n'en est pas encore là, mais ça risque d'arriver très vite. Alger qui revient sur le marché mondial, le marché international pour lever des crédits à cause de la persistance du déficit de la balance des paiements. Là aussi, besoin d'avoir Paris comme allié parce que, bon,
Bon, on n'est pas encore au défaut de paiement parce on a encore des réserves de change, mais il faut bien se prémunir des mauvais jours de l'avenir. Est-ce que tout cela, ça ne va pas encore faire en sorte que le discours anti-français, le discours officiel à Alger on devrait y renoncer, quoi, devant la réalité économique? Oui, bien sûr, mais même dans un contexte délétère, les relations franco-algériennes ont déjà connu des détériorations. Vous vous souvenez, sous Sarkozy, Giscard également, donc en fonction des présidents. Ou la loi de 2005 sur les bons côtés du colonialisme. Tout à fait. Oui, donc ces relations ont connu des hauts et des bas. Mais les positionnements stratégiques l'un pour l'autre resteront valables et ne disparaîtront pas. Donc la France aidera l'Algérie à lever des fonds, mais elle passera par l'Union européenne. C'est-à-dire que si il fallait débloquer des fonds sans passer par le circuit commercial des banques, ça passera par la France. La France soutiendra un effort de l'Union européenne, un effort financier vis-à-vis de l'Algérie, au-delà de toute l'agitation politique qu'il pourrait y avoir autour du boycott des produits ou du séparatisme. Donc l'Algérie a besoin de la France et la France a besoin de l'Algérie. C'est une relation dialectique. Elle est inextricable. Et elle est largement invariable, indépendamment des conjonctures politiques. Tout à fait. Largement invariable. Merci beaucoup. Merci Omar d'avoir participé à ce Café des experts économiques, de nous avoir éclairé à partir de la France, donc sur la leçon économique entre l'Algérie et la France. Merci beaucoup Ali Harbi, merci pour ton retour au Café des experts éco. Reda Amrani, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir rappelé effectivement qu'on peut faire toujours mieux dans les contrats. Tu étais bien placé pour le rappeler, dans les contrats de libre-échange, le partenaire peut toujours faire mieux. Merci. À très bientôt au prochain Café des experts économiques. Restez avec nous sur Radio M. Yatakoum Saha. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.